Comme vous le savez, donc, les deux prix Nobel de cette année ont été attribués, j'ai quelques conflits d'intérêts, ont été attribués donc, à M. Allison et à M. Honjo sur la découverte de deux checkpoints immunologiques qui jouent un rôle clé dans la défense antitumorale. Et donc, toute cette affaire a été inaugurée par un article qui a été écrit par Caroline Robert, qui est dermato-oncologue à l'Institut Gustave-Roussy, donc à 5 minutes de l'hôpital de Bicêtre, et qui montre que l'ipilimumab, un anticorps anti-CTLA4, en association avec la décarbazine, fait mieux que la décarbazine seule. Depuis, donc, les indications se sont élargies, mais elles sont dominées par deux localisations, le mélanome d'une part, et le cancer bronchique non à petites cellules, même s'il y a la maladie de Hodgkin, le rein et les cancers MSI, dont le pronostic a été complètement bouleversé. Vous voyez par exemple ce que l'on observe en gastroentérologie dans un sous-type particulier de cancer du côlon, dit avec instabilité des microsatellites. Les courbes ne vous disent peut-être rien, mais pour nous, c'est très important que d'observer par exemple une survie globale, vous voyez, qui, dans les cancers colorectaux en bleu, qui est de l'ordre de 70% pour des malades métastatiques qui ont déjà reçu 2 ou 3 lignes de chimiothérapie. Ce sont des courbes qui sont du jamais vu. C'est-à-dire que ça représente une amélioration très substantielle du pronostic. En général, vous savez, en cancérologie, ce sont des petits sauts de puce, hein. Plus 15 jours de survie médiane, plus 2 mois de survie médiane, ça n'atteint pas ce niveau. Alors, comment ça marche ? Eh bien, il faut revenir à vos cours d'immunologie. C'est, je pense, plus frais dans votre mémoire que pour la majorité d'entre nous que pour moi, parce que je pense être un des plus âgés dans cette salle. Alors, sur la gauche, donc, vous voyez le mécanisme d'action du CTLA4. Vous vous souvenez que donc, les cellules qui présentent les antigènes le font après avoir digéré les antigènes sous forme de peptides et le font de manière restreinte au CMH de classe 2. C'est un autre prix Nobel, Rolf Zinkernagel, qui a démontré cette théorie de la double reconnaissance, mais c'était en 1974. Et puis, donc, il s'ensuit une activation des lymphocytes T, mais qui est modulée par des seconds signaux, comme par exemple le CTLA4, qui régule cette activation et qui a tendance à la réprimer, à la réduire. Si on inhibe cet inhibiteur, on provoque une activation tous azimuts des lymphocytes T. Cette action se passe au niveau des ganglions et elle concerne un répertoire de lymphocytes T qui est très large, qui va bien au-delà des clones qui sont spécifiques de la tumeur, ce qui explique qu'il y a de nombreux effets indésirables immunomédiés. Et puis à droite, c'est à peu près la même chose avec le PD-1, sauf que c'est la cellule tumorale qui présente l'antigène et ça se passe au sein du lit tumoral. Donc, il n'est pas surprenant qu'il y ait des toxicités immunomédiées avec ces médicaments. Deux classes, anti-STELA4, anti-PD-1 et puis la combo. Vous voyez par exemple que les toxicités immunomédiées des anti-STELA4 sont dominées par la toxicité cutanée, gastro-intestinale, les hypophysites, alors qu'au niveau des anti-PD-1, il y a moins de toxicité gastro-intestinale, mais par contre il y a davantage de diabète et de toxicité pulmonaire. Qu'est-ce qui va concerner les réanimateurs ? En dehors de la toxicité intestinale, sur laquelle nous allons faire le focus aujourd'hui, l'hypophyse, il y a des états de choc par insuffisance surrénale, il faut y penser chez les patients traités en particulier par anti-STELA4, maintenant rarement en monothérapie, mais le plus souvent en association avec les anti-PD-1. Il y a des hépatites sévères, des toxicités pulmonaires et puis des toxicités cardiaques que peut-être certains d'entre vous ont déjà vues. Donc on va se concentrer sur la toxicité gastro-intestinale. Quelques éléments de fréquence. Donc un malade sur 3 qui est traité par anti-STELA4 a la diarrhée, un malade sur 10 a une diarrhée induite ou associée aux anti-PD-1. Le taux de colite avec l'anti-STELA4 est assez important, il est de 8%, et tandis qu'avec l'anti-PD-1, il est nettement moins important, il est de 1%. Avec la combothérapie, évidemment, on a encore plus de colite. Ce qui vous intéresse, ce sont les formes sévères. Donc sachez que les perforations coliques existent. Elles surviennent dans 1% des cas des mélanomes, 6% des cas dans le cancer du rein. Et puis, dans l'ensemble, les immunothérapies sont bien mieux tolérées que les chimiothérapies, disons, cytotoxiques. Mais il y a quand même des patients qui en meurent. Des complications digestives, c'est une des principales causes de décès chez les patients sous immunothérapie. Il y en a d'autres, le cœur, avec des troubles de la conduction, les pneumopathies sévères, les hépatites sévères sont les principales causes de décès sous immunothérapie. Alors, il y a un certain nombre de facteurs de risque
d'entérocolites liés aux immune checkpoint inhibiteurs, ou inhibiteurs de checkpoint immunologique, pour parler français. Le type d'immunothérapie, la combothérapie, expose davantage les patients aux complications digestives que l'anti-Stella 4 en monothérapie, qui elle-même est plus toxique que les anti-PD-1. La dose est importante, en particulier pour les anti-Stella 4. C'est très fréquent à 10 mg, encore fréquent à 3 mg, nettement moins à 1 mg par kilo. Ce qui fait que les combothérapies avec 1 mg par kilo d'anti-Stella 4 et anti-PD-1 sont moins toxiques que la monothérapie à forte dose avec l'anti-Stella 4. L'utilisation des AINS, l'existence d'une MICI préalable, et puis donc la composition du microbiote, même si c'est un tout petit peu hors sujet, je vois que les réanimateurs s'intéressent au microbiote, et donc je ne résiste pas au plaisir de vous montrer des résultats qui ont été produits par notre groupe et qui montrent qu'un typage du microbiote intestinal à la baseline permet de prédire le risque d'entérocolite observé sous anti-Stella 4. Et en particulier, les patients qui ont un profil eubiotique, beaucoup de firmicutes et peu de bactéroïdetes, ont un risque plus élevé d'avoir une entérocolite que les patients qui ont un profil dysbiotique. C'est un résultat intéressant parce qu'il était inattendu, il était même opposé, inverse à notre hypothèse de départ. Il a été confirmé de l'autre côté de l'Atlantique par le groupe du MSKCC à New York. Donc si on regarde les bactéries qui sont à l'origine d'un excès de risque d'entérocolite aux anti-Stella 4, on a essentiellement des bactéries eubiotiques qui produisent du butyrate, et on retrouve le Faecalibacterium prausnitzii qui est souvent une bactérie associée à la santé. Puisqu'il était donc on le voit là en exprimant les résultats d'une autre façon, les bleus, les eubiotiques, ont plus de colites que les noirs. On a aussi regardé si la composition du microbiote prédisait l'efficacité, et on a vu que la réponse était oui, ce qui ouvre des perspectives en fait de manipulation du microbiote intestinal dans le but d'améliorer à la fois la toxicité, mais aussi la réponse aux immunothérapies, mais c'est une autre histoire. Le phénotype, nous l'avons décrit, et on a observé donc sur une série de 39 malades, ça a été, je pense, une des premières séries sur la question, que le délai médian entre la première perfusion et l'apparition des symptômes varie de quelques jours à quelques semaines. Le maître symptôme, c'est la diarrhée, mais il existe aussi des rectorragies et des douleurs abdominales. Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'il y a des similitudes avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est par là qu'on est arrivé dans cette histoire, nous, parce que ça nous a semblé être un modèle clinique in vivo de MICI. On voit par exemple qu'il y a des atteintes anopérinéales, des aphthoses buccales, et des manifestations extra-intestinales, comme le pyoderma, par exemple, qui sont associées au MICI. Les perforations coliques dans cette série de malades particulièrement sélectionnés ont été observées chez 13% des patients, et des abcès intra-abdominaux chez un malade sur 10, mais il s'agissait de formes particulièrement sévères. Et vous observez là que, en fait, si on revient à cette théorie du modèle de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est un modèle particulièrement accéléré, mais aussi particulièrement sévère de MICI. En termes d'endoscopie, donc il s'agit généralement de colites étendues. Il y a aussi des atteintes iléales, une fois sur 5, et on observe des intervalles de muqueuse saine une fois sur 2, ce qui fait que le phénotype est proche de ce que nous désignons sous le nom de colite inclassée. On observe de l'érythème, des érosions, des ulcérations, parfois profondes, parfois très profondes. Mais parfois aussi, ce ne sont pas des colites aux anti-Stella 4, mais des colites pseudomembraneuses. Parce que malheureusement, les anti-Stella 4 ne vaccinent pas contre les infections, et donc il faut toujours rechercher une infection par une coproculture et la toxine du Clostridium difficile, faute de quoi on va traiter les colites à Clostridium par de l'infliximab, ce qui, je pense, n'est pas rendre un grand service aux patients. L'histologie, en fait, dans notre expérience, on a observé essentiellement des colites aiguës avec des abcès cryptiques. Et puis, en fait, il n'y a pas de raison pour que l'inflammation ne touche que le côlon. Même s'il y a un rôle important de la flore, ou plutôt du microbiote du côlon, il y a aussi une inflammation qui touche l'intestin à d'autres étages. Et lorsque l'on fait
des biopsies duodénales à ces patients qui ont une diarrhée sévère, on trouve des villosités qui sont aplaties, renflées, parfois même carrément atrophiques, avec une importante infiltration de la lamina propria par des cellules mononucléées. Donc une inflammation diffuse du tube digestif, mais qui prédomine nettement au niveau du côlon. Ce qui est intéressant, c'est que, pardon pour ce tableau un peu austère et compliqué, mais le message est très simple, c'est que plus les lésions endoscopiques sont graves, plus les chances de répondre au traitement corticoïdes seuls sont faibles. En termes d'imagerie, on les voit, ces colites. Vous voyez bien la flèche rouge sur la partie gauche de la diapositive, un épaississement de la paroi du côlon droit avec une prise de contraste et puis une atteinte de l'iléon qui peut être isolée ou le plus souvent associée à une colite. Et puis on a observé, nous, une pseudo-obstruction liée aux anti-PD-1 avec là sur la flèche là, une pneumatose de la paroi. Bien sûr, vous savez qu'il faut faire un ionogramme sanguin et une créatinémie. Je ne vous ferai pas l'injure de le dire, mais en fait, c'est déjà fait. Pensez à la coproculture et à la toxine du Clostridium difficile. Nous avons observé dans notre série toujours la même, un malade qui est décédé sur les 39 qui nous ont été confiés. La réponse complète aux corticoïdes n'a été obtenue de manière durable que chez un malade sur 3. 2 malades sur 3 se sont retrouvés en échec des corticoïdes, soit d'emblée, soit au cours de la décroissance de la dose. Un certain nombre de patients ont dû être opérés, soit parce qu'ils avaient un mégacolon qui était un mégacolon toxique, mégacolon égale colectomie, soit parce qu'ils avaient une perforation. Et notre expérience, qui est fondée sur un tout petit nombre de patients, c'est que la colectomie doit être totale, faute de quoi on se retrouve avec une inflammation persistante sur le côlon restant et des séjours prolongés en réanimation. Et notre conseil, c'est la colectomie totale. On peut résumer en fait la conduite à tenir devant une diarrhée sévère aux anti-Stella 4 par cette plaque. Il faut arrêter les anti-Stella 4 au minimum pour un bon bout de temps. Ensuite, prescrire une corticothérapie à une dose pour nous de 1 mg par kilo et par voie intraveineuse. Mettre le patient en surveillance médico-chirurgicale. On fait le point entre J3 et J7. Les répondeurs ont une décroissance des corticoïdes et de l'infliximab s'ils rechutent à la décroissance, et les non-répondeurs doivent recevoir de l'infliximab. 1 ou 2 injections sont généralement suffisantes. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans un programme de traitement par infliximab au long cours. De plus en plus, on a tendance à mettre l'infliximab assez tôt chez ces patients. Qu'est-ce qu'on appelle diarrhée sévère? Il suffit de retenir un seul chiffre, le chiffre 7. Si vous avez au moins 7 selles par 24 heures, une incontinence, si vous avez nécessité d'hospitaliser le patient, vous êtes en grade 3 ou 4, et donc vous relevez de la conduite à tenir qui a été énoncée sur la précédente diapositive. Mais vous pouvez rentrer dans cette catégorie si vous avez une diarrhée de grade 1 ou 2 avec des signes aggravants tels que la déshydratation, la fièvre, la tachycardie ou des rectorragies. Là aussi, c'est la même conduite à tenir que précédemment. Une question souvent posée, c'est de savoir si l'infliximab, qui en théorie est contre-indiqué chez les patients qui ont un cancer évolutif, l'aggrave. La réponse est non, en tout cas pas dans cette situation, mais il s'agit d'une situation très particulière par le fait que les patients sont imprégnés d'anti-Stella 4, et donc ce qui n'est pas le cas forcément chez des patients qui ont une maladie de Crohn et un cancer et qui relèvent d'un traitement par infliximab. La question n'est pour moi pas tranchée dans cette deuxième situation. Rapidement sur la toxicité des anti-PD-1, puisque le temps s'envole là. Donc nous l'avons décrit à partir d'une série de patients qui nous ont été adressés par Gustave Roussy. Le premier élément, c'est que sur un malade sur 2 qui est adressé pour une toxicité des anti-PD-1 n'en a pas. Et le plus souvent, ces patients ont une métastase intestinale de leur cancer du poumon ou de leur mélanome. C'est un diagnostic différentiel qui peut être terriblement difficile et qui représente la moitié des patients adressés pour une toxicité présumée aux anti-PD-1. La fréquence des effets indésirables immunomédiés gastro-intestinaux est bien plus faible qu'avec l'anti-Stella 4, 1%, mais comme il y a de plus en plus d'anti-PD-1 et de moins en moins d'ipilimumab prescrit, vous verrez plus d'entérocolites aux anti-PD-1 qu'aux anti-Stella 4. Nous avons observé donc des profils assez divers, un profil de colite aiguë très proche de celui que j'ai dit, mais généralement moins grave qu'avec l'anti-Stella 4, la colite microscopique,
l'inflammation gastro-duodénale, pseudo-obstruction, puis depuis, on a reçu plusieurs patients avec une atrophie villositaire totale. Donc les colites microscopiques, c'est des patients qui ont une colite généralement, enfin plutôt une diarrhée aqueuse avec pas de lésion endoscopique et une inflammation de l'intestin aux biopsies, soit sous forme d'un épaississement du collagène, soit d'un excès de lymphocytes au niveau de l'épithélium. Ce sont des patients que vous pouvez rencontrer parce qu'ils peuvent avoir des déshydratations ou des hypokaliémies. Un autre aspect, ce sont des patients qui ont des gastrites très sévères, nécrosantes, et qui se présentent avec des vomissements, une dénutrition, une déshydratation, et qui restent un bon bout de temps à l'hôpital parce que ça met du temps à cicatriser et à disparaître. On a observé 4 patients comme ça. La réponse aux corticoïdes est généralement bonne, 3 malades sur 4, un peu moins bonne pour les colites microscopiques. Et vous voyez là, sur la durée des symptômes, qu'elle est plus longue avec l'anti-PD-1 qu'avec l'anti-Stella 4. À 6 mois, vous avez encore un malade sur 10 qui a des symptômes 6 mois après l'arrêt des anti-PD-1. Donc, point fort, les diagnostics différentiels des diarrhées aux inhibiteurs de checkpoint immunitaire sont les infections intestinales et les métastases intestinales et péritonéales. La prise en charge des entérocolites sévères aux anti-Stella 4, la prise en charge des entérocolites sévères aux anti-Stella 4 est très proche de la RCH sévère. Et puis le troisième point, je l'ai oublié, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et, voilà.